bienvenue à l'auditorium des musées de Strasbourg. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je pense que vous m'entendez. Voilà. Je suis Barbara Forest, je suis conservatrice au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, en charge de l'art moderne et responsable de l'Aubette 1928. Et je suis également co-commissaire d'un des deux volets de l'exposition Surréaliste, Lewis Carroll et les surréalistes. Bonjour, je suis Thérèse Villers, conservatrice en chef honoraire du musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration. Et je suis également co-commissaire de cette exposition surréaliste, mais plus focalisée sur l'illustration, le sujet du musée, avec donc un projet que vous pouvez également découvrir au même moment qu'au MAMS. Et l'exposition s'appelle Illustralis, qui fait écho à Surréalis. Voilà. Alors moi je suis Fabrice Leuytès, donc je suis commissaire associé avec Barbara Forest sur le site du musée d'art moderne et contemporain, donc Surréalis, et par ailleurs professeur aussi à l'université de Saint-Étienne. Ce qui nous a permis dans ce projet aussi d'associer des institutions très différentes, et notamment l'université de Saint-Étienne, puisque des étudiants qui travaillaient pour le master du livre d'artiste en fait ont pu, grâce à la grande générosité aussi de Thérèse, de pouvoir exposer une partie de leurs travaux au MTU, donc au Musée international de l'illustration, avec aussi les dessins préparatoires, les ébauches qui ont été faits par les artistes qui ont été conviés, les artistes d'aujourd'hui conviés pour l'exposition, comme Monster Chetwynd, par exemple, qui a fait la tête de chat, ou bien Isinori, qui a fait l'identité visuelle de l'exposition, donc avec les lettres, etc. On peut voir en fait tous ces dessins, tous ces travaux préparatoires en fait qui sont exposés donc au MTU. Voilà, Barbara, je voulais aussi vous remercier tous d'être là pour cette journée. Donc, on a intitulé Lewis Carroll a-t-il une actualité dans l'art aujourd'hui? Vous en êtes déjà aperçu si vous avez fait la visite avec Fabrice, et puis si vous êtes déjà aussi allé au MTU. Mais c'est vrai que, en tout cas pour l'exposition ici, la borne chronologique, en fait, c'était 1970. C'était la marque, la fin de notre étude et de notre analyse sur ces liens entre Lewis Carroll et les surréalistes, mais on a quand même tenu, et cette journée évidemment le marque également, mais on a tenu à ce que la création contemporaine soit quand même très très présente dans ce projet, et c'est la raison pour laquelle on avait d'une part invité Isinori, mais là je laisserai Thérèse vous en parler davantage, mais on a également invité le studio Noco. Et Noël Chenois est parmi nous, donc je la remercie aussi d'avoir accepté cette invitation et cette commande à produire ces films d'animation que vous avez pu voir dans la première salle de l'exposition. Et Monster Chetwynd, alors qui s'excuse de ne pas être parmi nous, cette artiste britannique qui a réalisé cette œuvre monumentale, La gueule du chat du Cheshire, par laquelle le public est invité à aller dans l'exposition. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de pouvoir confier à une artiste en plus, une artiste qui s'intéresse beaucoup à l'art évidemment actuel, mais aussi à l'art ancien, parce que si vous regardez un des petits détails de son installation, notamment dans les petites moustaches du chat, ces petites fleurs, en fait, elle utilise du papier mâché, mais elle utilise des reproductions anciennes de manuels d'illustration et de revues anciennes, surtout du 19e, et des ouvrages pour enfants. Voilà. Donc ça c'était aussi important pour nous, et c'est évidemment cette journée, c'est la poursuite de cette investigation de la création contemporaine. Donc moi je voulais juste vous donner quelques clés aussi pas de clés, mais d'autres exemples qui montrent à quel point effectivement Lewis Carroll a une actualité dans la création. Alors les intervenants qui sont parmi nous vous en diront aussi davantage, mais c'est vrai qu'il faut vraiment aussi comprendre cette exposition. Elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général de relecture de l'œuvre de Lewis Carroll. Alors, est-ce que c'est ses jeux de langage? Est-ce que c'est son attachement à l'absurde?
Est-ce que c'est son attachement aussi à l'enfance qui fait qu'on relit ses œuvres? Est-ce que c'est plutôt Alice, alors le personnage historique, puisque vous savez qu'Alice Liddell, c'était une petite fille qui a évidemment existé et qui avait elle-même demandé à Lewis Carroll de traduire et d'écrire cette promenade et ce récit qu'il avait fait en barque? Est-ce que c'est la petite fille subversive, la figure de la liberté, comme on la présente d'ailleurs dans l'exposition et comme l'ont présenté les surréalistes? En tous les cas, sans prendre trop de risques, on peut quand même affirmer que depuis 2010 et depuis peut-être le film de Tim Burton sur Alice, il y a une espèce d'engouement en fait de Lewis Carroll et d'Alice, et on voit à quel point il inspire nos contemporains. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'en fait, Lewis Carroll a écrit beaucoup de textes aussi de logique, mais d'autres récits. Vous avez pu voir par exemple que les surréalistes étaient beaucoup intéressés à la chasse aux snarks, et dans l'actualité on se rend compte quand même que c'est finalement deux ouvrages qui marquent cet engouement. C'est vrai que c'est souvent de Alice dont on parle. Alors Alice dans sa version, sa première, dans ses trois versions, même, Alice sous terre, mais aussi et également les ouvrages qui ont été publiés, Alice au pays des merveilles, et puis sa suite de l'autre côté du miroir. Mais ça, vous allez tout au long de la journée aussi. On va y revenir. L'exposition, sur Alice, parce que effectivement, il s'agit d'une expo en deux volets. Elle s'inscrit elle-même dans un contexte aussi général de historiographie, on va dire, de ce sujet. En 2011 et 2012, la Tate Liverpool et la Kunsthalle de Hambourg proposaient Alice in Wonderland through the Visual Arts. C'était donc là une des premières expositions qui avait déjà travaillé, analysé cette figure d'Alice dans les arts. En 2012, il y a aussi eu cette exposition assez importante qui s'appelait Au pays des merveilles, les aventures surréalistes des femmes artistes au Mexique et aux États-Unis, qui s'était tenue à Los Angeles et à Mexico. En fait, il s'agissait plus de montrer le travail de ces artistes femmes plutôt que de relire Lewis Carroll, mais le titre quand même indiquait cet héritage. Et puis là, dernièrement, peut-être que vous avez pu aller à Londres au Victoria and Albert Museum avec cette exposition assez spectaculaire qui s'appelait Alice Curioser and Curioser, qui était donc une façon de retracer tout l'héritage finalement de Lewis Carroll à travers la photographie, à travers la bande dessinée, à travers le design, à travers la mode. Voilà, c'était vraiment la culture visuelle finalement. Cette étude, c'était une espèce d'exposition de cette culture visuelle. Et puis dans le domaine du spectacle aussi, il y a quand même eu pas mal d'événements qui ont eu lieu. En 2019, par exemple, au Festival d'Avignon, Masha Makeyev proposait une version qui s'appelait Lewis versus Alice. Et ce qui était intéressant, c'est que là, Masha Makeyev était partie finalement à la recherche de Charles Ludwig Dodgson, puisque Lewis Carroll, c'est un pseudonyme qu'il a pris je crois en 1856, et Masha Makeyev avait décidé de retrouver cet homme caché, de Dodgson, donc ce professeur de mathématiques qui bégayait, et donc tout son spectacle, en tout cas pas tout, mais une partie du spectacle, travaillait cette question de ce personnage qu'elle dédoublait en fait. Pour elle, il y avait une espèce d'ambiguïté aussi du personnage de Lewis Carroll à travers à la fois Charles Ludwig Dodgson et puis Lewis Carroll. C'est ce qu'elle disait d'ailleurs. Elle disait que ce spectacle était né de ce personnage. C'est lui, je la cite, c'est lui qui m'importe et me hante. Voilà. Et puis là aussi, on s'aperçoit, et on a pu le voir aussi dans d'autres spectacles, cette dualité, cette même gémellité aussi, mais c'est vrai que le double, il y a plusieurs Alice qui arrivent souvent, on va le voir aussi dans d'autres exemples, et comme il y a plusieurs Lewis Carroll qui sont souvent mis en scène dernièrement.
Un autre exemple, c'était au Théâtre de la Ville. Il y a eu une reprise, il n'y a pas très longtemps, en 2021, de 2 spectacles qui avaient été montés par Emmanuel de Marcy-Motta et Fabrice Melchior, qui s'appelait Alice et autres merveilles et Alice traverse le miroir, où là c'était vraiment la jeune fille rebelle, cette adolescente, puisque là aussi Alice, elle a quel âge en fait, c'est toujours la question qu'on pose. Dans le récit de Lewis Carroll, elle a 5 ans et demi, et puis quand on voit d'autres ouvrages ou d'autres expositions, on a l'impression qu'elle est effectivement plus grande. Là, le parti pris, c'était effectivement d'en faire plus une adolescente qu'une jeune fille. Et ce qui était intéressant aussi dans cette approche, c'était que c'était pas du tout le monde enchanté et rêvé qu'on a souvent en tête, qui était là mis en scène. C'était plutôt des créatures sorties d'un cauchemar, une ambiance effectivement assez effrayante, parfois assez presque perverse en fait, qui était mis en scène. Et puis, ils avaient aussi introduit les héritières d'Alice, et ça, c'est aussi un point qui est peut-être intéressant. Dorothy du Magicien d'Oz faisait son apparition dans le spectacle, et Zazie, le personnage aussi de Raymond Queneau, arrivait aussi au milieu du spectacle. Un autre exemple aussi, alors là plutôt dans le domaine des arts visuels, alors je m'excuse mais j'ai pas vu l'expo donc je pourrais pas en parler davantage, mais quand même Cyprien Gaillard là qui a ouvert 2 expositions au Palais de Tokyo et à Lafayette Anticipation avec ce double titre qui s'appelle Humpty Dumpty, et il a donné ce titre à l'exposition évidemment en lien avec le personnage de Lewis Carroll qui apparaît de l'autre côté du miroir. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Cyprien Gaillard ne s'intéresse pas tant aux 2 récits de Lewis Carroll que de cette question du chaos et de l'ordre. Et en fait, c'est vrai que chez Lewis Carroll, il y a aussi cette dimension-là. C'est à la fois un logicien, quelqu'un qui joue aux échecs, quelqu'un qui écrit de nombreux textes sur la logique, et en même temps, c'est quelqu'un qui s'autorise l'absurde et la fantaisie au maximum, voire le chaos. Et donc, qu'un artiste aussi qui s'intéresse plutôt à l'entropie, finalement, cite Lewis Carroll en titre, c'est peut-être aussi une indication sur ce qui peut être intéressant dans Alice. Et puis enfin, je me fais un peu la porte-parole de Bruno Boucher, puisque Bruno Boucher, directeur du Ballet de l'Opéra National du Rhin, est malheureusement covidé. Il ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui, donc je voulais juste aussi souligner le spectacle évidemment qui a eu lieu là cette année, en février de cette année, qui s'appelait Alice. C'était une première mondiale de Philip Glass sur une musique de Philip Glass, et avec mise en scène et des chorégraphes, donc Amir Hossenpour et Jonathan Lune, qui avaient là vraiment, on va dire, d'ailleurs qui en ont proposé une petite variation lors du vernissage jeudi dernier, une très très belle variation. Et ce qui était là aussi intéressant dans ce spectacle, c'est ils avaient d'une part convoqué des images, du design visuel, une scénographie évidemment là aussi assez spectaculaire. Et puis Alice à nouveau apparaissait à plusieurs âges de la vie. Elle apparaissait en fait au début du spectacle en tant qu'une une personne très âgée, puisqu'elle racontait en fait, c'était à partir du récit de sa vie qu'elle racontait les histoires de Lewis Carroll. Et là aussi, Lewis Carroll apparaissait également sur scène comme un professeur un peu bégayant, qui était effectivement assez amusant. Et puis, il y a eu aussi une actualisation du conte, puisque si vous avez vu le spectacle, vous avez vu que la reine, en fait, c'était la reine d'Angleterre, qu'il y avait le match de croquet, c'était plus du croquet, c'était des matchs de foot, et ainsi de suite. Donc, une actualisation qui, là, effectivement, faisait aussi peut-être du bien dans ce renouveau des lectures de Lewis Carroll. Et puis tout à l'heure, à la table ronde, vous aurez aussi d'autres exemples, notamment avec Annette Sous-Miroir qui vous parlera du spectacle qui a aussi eu lieu cette année à Strasbourg notamment. Voilà. Donc c'était une petite entrée en matière pour voir aussi quels pouvaient être les échos de Lewis Carroll dans l'actualité. Je vais vite passer la parole à Thérèse.
Merci. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu viens de dire, Barbara. Mais en ce qui concerne le volet de l'illustration, nous avons fait une petite bulle, si je puis m'exprimer ainsi, au musée Tommy Ungerer avec, tu le disais tout à l'heure, les travaux préparatoires de ceux et celles qui ont travaillé au projet, à savoir donc le duo d'illustrateurs Isinori qui a créé donc cette image visuelle, communication à l'affiche pour l'exposition Surréalis. Et puis les travaux préparatoires d'Amandine Laprin qui a travaillé sur le jeu de loi dans Expérimams, que vous pouvez voir ici au MAMS. Également, tu le disais, les travaux préparatoires et esquisses et carnets de croquis totalement passionnants de Monster Chetwind. Et puis, en complément, et je remercie Fabrice pour cette initiative, des travaux donc des étudiants de Master 2 en livre d'art de l'université de Saint-Étienne, hein, c'est bien cela, et que dont nous présentons quelques exemples. Alors, s'il y a une actualité d'Alice dans l'illustration et dans les arts graphiques en général et dans le livre, c'est effectivement ces travaux-là qui en témoignent et qui nous le montrent de manière éclatante, à savoir que nous n'avons évidemment pas focalisé au musée Ungerer sur le contemporain, puisqu'après vous aurez une narration rétro-chronologique dans l'histoire de l'illustration d'Alice. Je voulais simplement ajouter que si Alice reste toujours autant d'actualité dans l'illustration aujourd'hui, c'est que le personnage est d'une malléabilité étonnante. Qui apparaît voilà, au cours du siècle dernier et aujourd'hui encore avec cette faculté d'adaptation que vous aurez l'occasion aujourd'hui de voir et d'entendre. Je passe la parole à Fabrice, s'il a encore... Peut-être juste pour préciser, c'est qu'on aurait dû recevoir aussi la présence de Jan Sankmeyer, qui, par son grand âge, n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement, mais nous avons dans l'exposition, et peut-être j'ai moins appuyé sur ce point-là, la projection d'un petit film d'animation, qui est le Jabberwocky de 1971, qui dure 16 minutes, je crois, hein, de mémoire, et qui est donc visible dans la salle de projection au sein même de l'exposition. Voilà, et cet auteur a toujours, et encore aujourd'hui, est nourri hein, par tout cet univers. Peut-être tu veux ajouter quelque chose sur la programmation culturelle ou pas? Non, pas maintenant. Donc on va ouvrir donc les différentes interventions aujourd'hui, et en tout cas merci à tous d'être présents aujourd'hui.